Yaurana Kotaunui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice pour parler d'un concept de logement alternatif qui attire de plus en plus. Vous les connaissez, c'est les maisons conteneurs. Écologique, économique, pratique, moderne, durable, qu'en est-il vraiment? Voyons voir cela avec nos invités Yann Vanizet d'un côté, adjoint de la cellule des travaux immobiliers de la DCA Yaurana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Jean-Baptiste Hawata, gérant de Teiti Maison Conteneur, qui a construit la maison conteneur de Odette Tiehau Yarana. Yorana. On va commencer justement avec toi, Jean-Baptiste. Rappelle-nous, même si je suppose que le public connaît déjà les maisons conteneurs, c'est quoi? Les maisons conteneurs, comme on le dit, donc c'est des conteneurs maritimes qui sont à la base utilisés donc, pour transporter de la marchandise, qui sont reconvertis donc, en maison d'habitation ou en laboratoire de cuisine ou en snack. Voilà. Et j'exagère un petit peu dans les propos, mais comment ça se passe pour l'aménagement d'une maison conteneur? On prend le conteneur, on le pose et tu mets un lit dedans et ça y est, tu peux habiter dedans. Non, il y a toute une démarche donc, à faire. Donc, pour la maison d'Odette, par exemple, donc, il y avait la démarche administrative, donc un permis de construire directement qui est déposé à ce moment-là à la mairie. Donc, une fois le permis de construire donc, validé, donc il y a cette recherche de terrain également, donc, où seront posés les conteneurs. Dès que les conteneurs sont disponibles, donc, nous, on fait appel au transport pour pouvoir poser sur le terrain. Et donc là, on intervient pour les aménager. Donc en créant des ouvertures, donc pour les baies vitrées, pour les fenêtres, etc. Ah oui, donc en partant d'une base en métal, finalement, tu peux avoir une petite maison avec ces aménagements-là en question. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça te vient d'où ce projet de Teiti Maison Conteneur? Ça a commencé quand? Un peu comme tout le monde, on cherche à être propriétaire, donc, mais on se rend compte que finalement, être propriétaire, c'est cher quand même. De plus en plus d'ailleurs, j'ai remarqué. On est d'accord. Donc, de plus en plus, effectivement. Donc, moi, j'ai démarré par un projet personnel. Voilà. Donc j'ai fait mes recherches. Donc, je me suis dit comment construire sans se ruiner. donc, du coup, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Et c'est vrai que le concept de maison conteneur était déjà bien développé. Et en parallèle de ça, donc j'ai travaillé pour une agence maritime internationale. Donc, j'avais affaire au quotidien aux conteneurs. Je me dis pourquoi pas rallier ces deux idées, quoi. Et donc est venu justement ce projet d'achat, donc du terrain, des conteneurs, et en faire moi-même ma propre maison avec les conteneurs. Et on parlera de tous les aspects positifs un peu plus tard, juste avant. Et Yann, comment est-ce que la DCA s'est adaptée à toutes ces demandes? Donc, sauf erreur de ma part, ça a commencé dans les années 2014, pardon, 2014-2015. Comment est-ce que la DCA s'est adaptée, Yann? Alors déjà, nous, il faut savoir qu'en 2011, les instructeurs chargés d'instruire les permis de construire ont eu une note de service comme quoi, au vu de la recrudescence d'utilisation des containers en Polynésie, on listait un peu les bonnes pratiques à appliquer pour instruire un dossier dans les bonnes conditions. Est-ce que c'est soumis à permis? Est-ce que c'est soumis à déclaration de travaux ou pas? Et à la base, c'était plus utilisé pour tout ce qui est stockage d'outils, stockage de matériaux, stockage de chantier ou stocker vraiment, enfin, c'est vraiment du stockage en fait du coup. Et c'est que récemment, je pense que ça a été que l'utilisation en maison s'est développée. Et la DCA ne s'est pas forcément adaptée parce que nous, on considère vraiment ça comme une construction à part entière, donc du coup qui doit respecter les mêmes règles qu'une habitation ou qu'une construction. Donc tout dépend vraiment de la destination du container. Est-ce que c'est une habitation, un bureau? Est-ce que ça va être, enfin, quelle est sa superficie aussi? Est-ce que ça dépasse les seuils? Est-ce qu'il est connecté à un assainissement ou pas? Donc nous, on va vraiment, à partir de ce moment-là, considérer ça comme une construction et gérer ça comme un projet normal. Justement, on va donner l'exemple juste après. Avant, Odette, toi, tu vis dans une maison conteneur. Qu'est-ce qui t'a convaincu de pouvoir adapter cette solution? Déjà, j'ai trouvé le concept assez innovant parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Mhm. Et pour le gain de temps également, parce qu'on dit qu'une maison en conteneur, c'est plus rapide qu'une maison en béton déjà pour monter. Donc, c'est ce côté pratique aussi qui m'a attiré pour que mon choix va plus vers les maisons en conteneur. Voilà. Tu as eu des appréhensions, des peurs par rapport à l'adoption de cette situation? Comme tout Polynésien, on est habitué à être dans les maisons en béton, en structure en bois, mais je pense qu'il faut aller au-delà et c'est vraiment en y vivant qu'on peut se rendre compte que finalement, une maison en conteneur, c'est comme une maison normale en béton
et qu'il n'y a pas de grande différence. Hein, et je dis que la particularité des maisons en conteneurs, c'est qu'elles sont modulables, donc tu le fais en fonction de tes besoins à toi Mhm. et en termes de superficie également. Donc, c'est tout cet aspect pratique qui est important aussi à prendre en compte pour les maisons en conteneurs. On vient de parler d'aspect modulable, Jean-Baptiste, c'est-à-dire modulable. On coupe les parois, on écarte pour faire plus grand, comment Ouais, ça se c'est un passe? peu comme des Lego. Donc, Ok. ce qui est intéressant, c'est que en fonction des attentes des clients, donc on peut facilement moduler les conteneurs, donc le mettre en étage, ce qui est un peu compliqué avec le béton. Donc là, tu fais appel à une grue et tu le charges sur le conteneur du dessus. Ah d'accord, tout Voilà, simplement. donc tout simplement, donc une facilité, quoi. Et après, tu mets bien sûr un escalier pour pouvoir accéder On est à ton d'accord. premier Voilà. étage, sinon c'est dommage. On est d'accord. Est-ce qu'on a besoin d'un architecte? Est-ce qu'un architecte a le même rôle dans une maison conteneur que dans une maison, on va dire, classique? Là, on avait un projet qu'on a fait valider par l'urbanisme de Reatea. Mhm. Donc là, on a fait appel à un dessinateur. C'est par rapport à la surface. On était sur deux conteneurs 40 pieds, donc qui fait à peu près 60 mètres carrés. Donc le dessinateur s'est très bien débrouillé pour mener à bien donc les plans qui sont transmis directement à l'urbanisme, quoi. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un architecte. Parfois, c'est conseillé. Effectivement, comme le dit Jean-Baptiste, en fonction du projet, on peut faire appel soit à un dessinateur. Donc, quand les seuils sont en dessous de 250 mètres carrés, on peut faire appel à un dessinateur. Entre 250 mètres carrés et 600 mètres carrés, c'est des dessinateurs agréés ou des organismes agréés qui peuvent venir proposer un projet pour le particulier. Et au-dessus de 600 mètres carrés, pour des très gros projets, ce sont les architectes. Donc, dans tous les cas, le demandeur est accompagné par un professionnel. Le dessinateur aussi, savent très bien concevoir des projets. Et en fonction de l'échelle, tu peux faire appel à soit l'un, soit l'autre. Donc, dans tous les cas, ils sont très bien habilités à renseigner, conseiller et monter des dossiers pour le déposer ensuite chez nous à DCA. Alors, parlons déjà des avantages de l'adoption de ce concept. On a parlé déjà de praticité tout à l'heure. Est-ce que c'est une solution durable aussi, Jean-Baptiste? Effectivement, oui. Donc, les conteneurs, déjà, le fait qu'on le recycle, parce que l'objectif justement de l'activité de Tahiti Maison Conteneur, c'est de pouvoir recycler les conteneurs. Mhm. Donc, en fin de cycle, donc c'est-à-dire qu'il y a une réduction des déchets déjà. Donc, parce qu'il faut savoir, un 40 pieds, hein, donc il fait à peu près 30 mètres carrés. Donc, on passe une base de 4 tonnes de minerais de fer économisés, quoi. Donc, oui, donc il y a un impact environnemental. Et donc d'où est porté le choix, effectivement, de cette activité, quoi. Mais on parle aussi dans l'aspect écologique, on vient d'en Ouais. parler, l'aspect durable aussi, c'est quand même du métal. Est-ce Oui. qu'à un moment donné, ça rouille pas, ça casse ou ce genre de choses? Disons que le conteneur, donc, il est fait d'un matériau qu'on appelle le corten. Mhm. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les grosses constructions. Donc, mis à part justement la composition du métal du conteneur, donc, généralement, quand on reçoit nos conteneurs, ce sont des conteneurs en fin de cycle. Donc, ils ont plus ou moins 15-20 ans d'âge. Donc les compagnies commencent à les réformer parce qu'ils sont impropres au transport maritime. Donc, nous, on les utilise, on les rénove. Donc, c'est-à-dire rénover, ça passe par le nettoyage, ça passe par le brossage des tôles, ça passe par une peinture anti-rouille également pour pouvoir conserver le métal plus longtemps. Parce que justement, les conteneurs qu'on avait aménagés donc, pour la maison de Odette, donc ils ont plus de 20 ans d'âge, les conteneurs, donc Ah oui, ils quand même. tiennent, voilà, Mhm. ils tiennent encore ils tiennent la route, quoi. On se tourne justement vers Odette. Tout à l'heure, tu parlais de rapidité. Donc, une maison classique, ça dure combien de temps à peu près? Et dans ton cas, ça a pris combien de temps pour construire cette maison conteneur? On dira que pour des maisons en béton, il faut un temps d'attente pour le séchage, pour les voiles et tout ça. Mhm. Alors que pour les maisons en conteneur, il y a eu seulement de l'entretien et de la découpe et ensuite de l'aménagement. Donc un gain de temps, on va dire, pour le mien, au lieu de 3 mois pour une maison en béton, donc 1 mois et demi. Et donc la maison en conteneur est terminée. Donc c'est ce qui m'a plu aussi dans le concept de la maison en conteneur. Voilà. On reprend l'exemple d'une maison conteneur. Si je fais des ouvertures, par exemple, des portes, des fenêtres, est-ce que ça réduit la solidité de la structure? Ah oui, le fait d'effectuer donc une découpe au conteneur, oui, la structure, elle se fragilise. Donc là, on apporte justement donc, des travaux
pour pouvoir renforcer donc la structure. Donc notamment en utilisant des tubes métalliques tout autour de cette découpe pour pouvoir y placer les menuiseries alu. On y répond un petit peu depuis tout à l'heure à cette question, mais finalement, on parle de coûts réduits. Est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans les détails? Bon, déjà, on a parlé de séchage et tout ça par rapport à une maison classique, mais il y a d'autres aspects qui font que le coût est réduit sur ces maisons conteneurs. Oui, on a fait la comparaison parce que moi-même, qui a construit ma maison donc en conteneur, pas seulement parce que j'ai une annexe en béton et j'ai une annexe également en bois. Donc je voulais comparer un peu, donc en intervenant sur chaque matériau, donc le béton, le bois et le conteneur. Donc oui, la conclusion, c'est que le conteneur est moins cher que le béton, donc est plus facile et plus rapide à réaliser. Donc parce qu'il faut savoir qu'à la base, donc l'annexe en béton, moi j'ai fait appel à un entrepreneur parce que j'avais aucune connaissance dans le métier à la base. Sauf que pour X raisons, on s'est arrêté. Donc, j'ai dû suivre une formation en CRPA pour poursuivre le projet. Donc, c'est-à-dire finaliser les conteneurs qui étaient posés sur mon terrain, qui étaient bruts à initial. Et donc, et maintenant, grâce à cette formation, j'ai pu réaliser moi-même mes travaux. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Donc oui, je pense que le conteneur a un avenir dans le secteur. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est la formation au CFPA que tu as réalisée. Yann, ça veut dire qu'on ne peut pas s'improviser entrepreneur ou même s'improviser dans la construction d'une maison conteneur. Il y a des choses à respecter. Oui, je pense que c'est comme dans tout métier, il faut être spécialisé, il faut connaître à peu près faut connaître les normes, il faut connaître les bonnes pratiques. Il y a quand même beaucoup de choses à respecter. Et ensuite, au niveau de la conception, nous, ce qu'on va plutôt regarder, c'est est-ce que le projet est conforme à la réglementation. Donc là, ce serait plutôt le rôle d'un accompagnateur, d'un maître d'œuvre, du coup, d'un architecte ou d'un dessinateur qui va vérifier que l'implantation elle est bonne, que les réseaux, la maison est bien desservie. Et donc ça, c'est plus le rôle d'un maître d'œuvre que je vois de ce côté-là. Après, sur la construction, il faudra faire confiance. Effectivement, chacun son rôle, chacun son métier. Le maître d'œuvre d'un côté qui va pouvoir concevoir et ensuite l'entrepreneur qui va venir réaliser derrière le projet dans les règles de l'art. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on va reprendre l'exemple exagéré que j'ai pris tout à l'heure. Je prends un conteneur, voilà, je le fais emmener sur mon terrain, mais je ne l'aménage pas comme le fait Jean-Baptiste, par exemple. Je le laisse vraiment brut, tel quel. Je mets mon lit à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit? Alors, il faut savoir qu'il existe des exemptions sur les containers et des obligations. Donc, qu'est-ce qui exempte un container d'autorisation de travaux immobiliers? C'est le fait qu'il reste en place moins de 3 mois. S'il reste en place plus de 3 mois, il faut une autorisation de travaux en fonction de la nature des travaux. Donc, s'il est utilisé pour reloger des sinistrés, s'il est utilisé pour le cadre d'un chantier, il peut rester dans le cadre de la durée d'un chantier. S'il est utilisé pour une manifestation économique, culturelle, sportive de moins de 6 mois, il n'y a pas besoin d'autorisation. S'il fait moins de 6 mètres carrés et moins de 2,5 mètres de hauteur, pas besoin d'autorisation. Tout ce qui est au-dessus et qui ne rentre pas dans ces cadres-là, il faut une autorisation. Mais donc, mine de rien, 6 mètres carrés, ça fait un peu petit pour mettre son lit. C'est pas très confort. Mais c'est pour dire que voilà, pour stocker du matériel, selon les exemptions que je viens de dire, ils peuvent être soumis à autorisation de travaux. Et il y a une autre réglementation qui est celle du Code de l'environnement. Si on accole beaucoup de containers côte à côte pour faire du stockage, c'est soumis à une installation classée pour l'environnement. C'est une autre réglementation que celle du Code de l'aménagement. Mais il faut savoir que voilà, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec des containers dans son jardin. On va revenir sur le cas de Odette, justement. Donc, toi, tu vis dans une maison conteneur. Est-ce que tu t'es rendu compte de la praticité d'autres aspects positifs d'une maison conteneur par rapport à une maison classique? Elles ont toutes les mêmes points communs. Elles sont pratiques. Et ce qui est intéressant aussi dans les maisons conteneurs, c'est comme je parlais, c'est la modulité. Et c'est de savoir que tu peux faire une extension si tu en as besoin, si tu en as envie. Donc, soumis bien sûr à des permis. Mais voilà, c'est la modulité. Elle n'est pas fixe. Parce que bien souvent, on pense qu'une maison en conteneur, elle doit rester fixe. Mais non, elle peut être modulable. Donc, on peut ajouter un conteneur au-dessus, à côté. Donc, il n'y a aucune restriction par rapport à ça, en fait. Donc, oui, c'est assez pratique. Il y a une chose qui me vient en tête, c'est que, bon, on le sait, à Tahiti, il fait chaud.
Et on parle de conteneurs en métal. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'isolation thermique? Comment est-ce que toi tu le vis, Odette? Ben justement, avec Jean-Baptiste, l'entreprise de Jean-Baptiste, ils ont bien travaillé sur l'isolation. Ils m'ont bien conseillé également. Donc, avec l'isolation appropriée, il n'y a pas de souci. Je vis bien dans le conteneur. Je n'ai pas chaud. Les ouvertures qui ont été créées ont fait en sorte que la ventilation se fasse correctement, parfaitement. Et en termes de luminosité également. Donc, pas de problème de luminosité. Bien souvent, on a cette appréhension polynésienne que c'est une boîte et que il va faire sombre, il va faire chaud, il va faire froid. Ben voilà, on a tout ce qu'il faut pour que on n'ait pas chaud et tout ce qui Ça va soit avec. lumineux, Voilà, aéré, c'est etc. bien. J'ai vu qu'Yann voulait réagir à Oui. cet aspect-là. Oui, bah, je voulais rebondir sur ce que Odette a dit, c'est exactement ça. En fait, du coup, c'est le rôle aussi de la DCA, c'est de vérifier que les constructions sont conformes aux réglementations. Et il y a des réglementations qui permettent de s'assurer que l'usager, au final, va être confortable dans sa maison. Et il y a les réglementations en matière d'hygiène, donc en matière d'éclairage, d'aération. Donc tout ça c'est prévu, c'est réglementé et depuis un peu plus d'1 an, il y a la réglementation énergétique des bâtiments qui est effective, notamment sur les maisons individuelles et qui permet, qui impose du coup des isolations, des normes d'isolation sur les toitures, sur les parois. Donc on n'a plus le droit de faire de baies horizontales, il faut un chauffe-eau solaire. Il y a plein ces réglementations-là du coup existent et elles sont contrôlées par nos services. Et lorsqu'on passe par effectivement un dossier de permis de construire, on est sûr qu'à la fin, la maison permettra à l'usager d'avoir un certain confort à l'intérieur et une certaine sécurité aussi, parce qu'on vérifie tout ce qui est sécurité par rapport aux intempéries, aux inondations. Donc voilà, quand on a une autorisation, l'usager est en sécurité et confortable dedans. Et ben parlons de ça, justement. Tu me permets une transition parfaite. Ça va bientôt être la saison des pluies. Il va beaucoup pleuvoir, on le sait, hein, vers décembre, janvier. Comment ça se passe pour les conteneurs? Est-ce que si j'ai un conteneur sur mon terrain et que, comme par hasard, la rivière sort de son lit, est-ce que je risque de me faire emporter avec mon conteneur? Non, je pense qu'à mon avis, il y a des réglementations là-dessus, hein. Donc, lorsque tu es proche d'une rivière, c'est de pouvoir justement le surélever. Donc, généralement, on le met sur des plots pilotis. Et donc, ce qui évite justement d'avoir ces tracas d'inondation. Donc non, oui. Donc, On va justement demander à Yann. Oui, C'est c'est bien ça? exactement ça. C'est exactement ça. Pour compléter, il y a des cartes qui existent qui représentent les aléas de C'est risques naturels. Il peut y avoir les inondations, les éboulements, la surcôte Déplacement. marine, donc le fait de la mer qui vient sur le rivage ou encore les tsunamis. Et tout ça, c'est cartographié. Donc du coup, nous, on interdit des constructions si c'est trop proche de la rivière, si c'est une zone qui est trop sensible ou trop à risque. Et si on voit que c'est une zone un peu moins risquée, comme Jean-Baptiste l'a dit, on préconise et on impose des pilotis, effectivement, ou d'autres mesures, des études qui viennent conforter la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur. Alors vous commencez à comprendre que j'aime bien les cas extrêmes. Du coup, on a parlé de tsunami là avec Yann, mais on se souvient d'un épisode de dépression en début d'année qui nous a beaucoup marqué. Mais imaginons qu'il y ait un cyclone. Est-ce que pareil, il y a des sécurités qui sont mises en place pour éviter que je ne m'envole avec ma maison conteneur? Généralement, donc les conteneurs, ils sont soudés entre eux. Donc, comme je disais, donc les conteneurs généralement sont posés, donc c'est des plots pilotis, ce qui permet justement de ventiler le dessus du conteneur également. Tu as des platines qui sont également plongées dans les plots pilotis, et donc les corner fittings, c'est les 4 coins des conteneurs sont soudés également. Donc aux platines qui sont fixées au plot pilotis. Donc je t'assure, il n'y a pas de risque que tu t'envoles avec les conteneurs. Effectivement, bon, c'est un cas un petit peu extrême. Pour revenir plus sérieusement, est-ce que tu penses, Yann, que c'est tous ces aspects positifs sur l'isolation, sur la praticité, sur les coûts réduits qui font que de plus en plus de personnes sont attirées par ces maisons alternatives, on va dire? Là, je vais mettre ma casquette d'administré et de polynésien, du coup, de consommateur. Oui, mais je pense que c'est un tout, effectivement. Donc, moi aussi, j'arrive à un âge où j'ai envie d'investir, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de construire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est très coûteux, du coup, d'avoir du foncier. Et en plus, rajouter une maison dessus de construire. On voit que les matériaux, les prix, ils flambent. Donc, je pense que c'est une alternative, en plus du côté écologique, du coup, qui fait que c'est positif aussi pour la population. Après, ça reste mon avis. Et après, derrière, les aménagements qui vont être faits, le côté modulable, comme Odette le disait, fait que ça devient attirant aussi. Et que, en termes financiers, si on voit qu'on n'a pas une enveloppe confortable pour faire tout un projet en un coup, tu peux le scinder, tu peux le phaser, et ça peut être très intéressant. Donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui font qu'il y a un réel attrait
de nos jours. Odette, ça te parle ce qu'il vient de dire Oui, par rapport ben, à la montée des prix, etc. oui, ben, complètement, hein. C'est pour ça que mon choix, justement, c'est basé sur Tahiti maison conteneur. Ensuite, on a aussi les maisons conteneurs préfabriquées. Donc, je ne suis pas allé vers ce choix. Justement, voilà. Je pense que ça va être plus là ma crainte. C'est les maisons préfabriquées, alors que la maison dans laquelle je vis, ben, j'ai vécu la conception et je sais quels matériaux ont été utilisés. Donc, je suis d'un côté aussi rassuré parce que je vois des personnes qui ont travaillé sur mon projet et moi-même à côté, j'étais souvent là pour poursuivre le projet justement. Jean-Baptiste, tu as vu de plus en plus d'entreprises aussi au fur des années se construire et tu as vu la concurrence sur le marché arriver. Oui, comme Odette disait, donc pour l'instant, on n'est pas nombreux comme entreprise à se diriger vers la conception sur les conteneurs maritimes. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font importer de Chine. Donc, c'est vrai que ce sont les principaux concurrents. Mais on n'est pas sur la même qualité. Donc, parce que les conteneurs maritimes sont beaucoup plus durables, on parlait tout à l'heure, comparativement aux conteneurs, on appelle ça les Algeco, qui sont importés de Chine. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont différentes en fonction des entreprises. Et justement, Yann, je vais me retourner vers toi parce qu'il y a une question qui est très importante. On en a parlé un petit peu en début d'émission, mais on va vraiment rentrer dans les détails sur le permis de construire. À quel moment est-ce que j'ai besoin d'un permis de construire? À quel moment je n'en ai pas besoin? Alors, du coup, à partir du moment où la destination du conteneur ou de la construction ou de l'infrastructure est vouée à rester en place, à partir de ce moment-là, nous, on estime qu'il faut une autorisation de travaux immobiliers. Ensuite, c'est combiné. Donc, c'est la destination, ça va être la maison, l'habitation, un bureau. Ensuite, il y a la superficie qui va rentrer en compte aussi. Il faut que ça dépasse une certaine superficie pour être soumis à autorisation de travaux immobiliers. Et aussi, le fait que ce soit relié à un assainissement ou pas. Du coup, donc, ne serait-ce que le caractère pérenne et les superficies combinées imposent une autorisation administrative. Donc, il y a deux types d'autorisations. Il y a les déclarations de travaux. Donc, ça, c'est pour les superficies qui sont inférieures à 20 mètres carrés, mais supérieures à 3 mètres inférieures à 3 mètres de hauteur, pardon. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste une déclaration de travaux. Donc, quand il n'y a pas d'assainissement. Mais s'il y a un assainissement, à partir de ce moment-là, c'est obligatoire. Le permis de construire est obligatoire parce qu'il y a toute une notion d'hygiène et de santé qu'il y a derrière. Et pareil que dans les maisons classiques, il y a une Exactement conformité pareil. aussi par la suite? Tout pareil. Pour moi, je raisonne tout pareil qu'une maison classique. Pour moi, c'est une maison conteneur. Tout ce qui va changer, c'est effectivement la mise en place, l'ossature. Mais ça, nous, on regarde pas au niveau de la DCA. Nous, on considérera ça comme une construction vraiment à part entière. On va vérifier toutes les règles d'urbanisme, les règles en matière d'hygiène, énergétique, tout ce qui est sécurité. Donc, tout comme une maison normale. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut avoir ce genre de maison n'importe où en Polynésie française? Est-ce que c'est adapté par exemple au Tuamotu? Oui, actuellement, donc, comme je disais tantôt, donc, on est sur un projet sur Taha'a. Donc, c'est vrai que la particularité, c'est le transport. Donc, c'est vrai que le transport Papeete Taha'a, ça coûte. Donc, mais c'est accessible dans les îles également. Ouais. On intervient également sur les îles. Ouais. Ça reste toujours moins cher qu'une maison classique. Ça reste beaucoup plus abordable qu'une maison béton. Ouais. Odette, je reviens sur les difficultés par rapport à la réglementation, aux démarches administratives. Comment est-ce que tu as fait toi personnellement? Tu t'es renseigné avant ou tu as été suivi justement par Jean-Baptiste? J'ai été suivi par Jean-Baptiste depuis le début. Donc, c'est comme je l'ai dit, on a travaillé ensemble sur ce projet quand même. Donc, parce qu'il est là, mais il écoute aussi le besoin de la clientèle. Donc, en fonction de nos besoins, je ne connais pas toute la réglementation et tout ça. Donc, on a travaillé ensemble sur le projet. C'était un bébé pratiquement on a fait ensemble. Voilà. Un beau projet. Et avant de conclure et de rappeler les différentes étapes pour pouvoir avoir ce genre de projet, Yann, est-ce que tu peux nous rappeler vers qui est-ce qu'on peut se tourner vis-à-vis de la réglementation pour savoir si notre projet est viable ou pas? Est-ce que c'est la DCA justement? Oui, effectivement, la DCA fournit ce qu'on appelle une note de renseignement d'aménagement. Donc, c'est au droit d'une parcelle, quelle réglementation s'applique, quelles sont les cartes d'aléas des risques qui s'appliquent, quelles sont les servitudes d'urbanisme qui s'appliquent à cette parcelle. Donc, ça, c'est un document que la DCA fournit ou sinon par mail. En général, nous, on est sollicité par mail. Du coup, est-ce que c'est soumis à permis ou pas? Ou sinon, les usagers viennent au guichet, ils nous posent des questions, on les renseigne, on les accompagne. Et nous, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment accompagner les usagers, accompagner les professionnels du coup pour que les aménagements se fassent le plus en phase avec toutes les réglementations, tous les codes. Et donc c'est notre rôle et il ne faut pas hésiter à nous solliciter, donc que ce soit particulier, professionnel. Donc voilà, donc on est là pour ça.
Et Jean-Baptiste, des conseils très rapidement pour nos téléspectateurs qui aimeraient s'investir dans ce genre de projet? Bah, qu'il ne faut pas hésiter parce que comme tout le monde, hein, donc j'ai démarré donc avec très peu. Et c'est vrai que les conteneurs donc une très bonne alternative pour être propriétaire, quoi. On pourrait Voilà. parler encore pendant des heures de ce projet puisqu'il y a plein de choses à dire, mais chaque cas est différent. Donc, on vous invite à vous renseigner directement soit auprès de la DCA, soit auprès des entrepreneurs qui vont vous suivre dans votre projet. Merci beaucoup, messieurs, Merci madame, beaucoup. d'avoir répondu à mes Merci. questions. Si. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururu itotatu faririr a trahuma parhena. Thank you.